Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très content. Vous êtes super nombreux. Voilà, le legacy, ça intéresse presque autant que les derniers frameworks JavaScript. Hein. C'est cool. Bon, espérons que le contenu vous intéresse autant que le titre. Voilà, c'est le pari qui est parti. 3P pour protéger, préparer, produire. Voilà, c'est ce que je propose. Et alors, pour faire ça, je voudrais d'abord qu'on regarde différentes façons qu'on peut aborder un projet, notamment la partie refactoring et le maintien en bon état de ce projet. Donc, le premier candidat, c'est on attend que ça devienne un peu dégueulasse, bien trop dégueulasse, et on n'avance plus, et on attaque un projet de refactoring. Voilà. Possible. Donc là, ici, ce que j'essaie de visualiser, c'est la valeur apportée au projet par ce refactoring-là. Donc, quand on commence le refactoring, quelque part, la valeur est négative, parce que au lieu de faire une feature, je fais un refactoring. Il y a une valeur potentielle qui sera réalisée plus tard, mais dans les médias, elle n'est pas là. Et donc, on continue pendant quelques mois peut-être pour bien nettoyer, une fois pour toutes. Et après, on commence à rentabiliser ce refactoring-là à la prochaine story. La prochaine story qui sera plus facile à implémenter, du coup, on rattrape un peu cet investissement. Et au fur et à mesure des stories qui touchent le code de refactoré, on va finalement remonter, on va atteindre les niveaux d'équilibre, au niveau de break-even. Et au-delà de ça, c'est tout bénef parce qu'effectivement, le refactoring a apporté beaucoup et maintenant, on est en positif alors qu'on a un meilleur état que quand on a commencé. Donc, c'est pas mal, mais tout est relatif. Une autre façon d'aborder le refactoring, c'est à chaque story, on clean un peu une fois qu'on a fini. Et voilà, donc on le fait lié à chaque story. Après, le profil d'investissement est un peu différent. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un profil d'investissement pour du refactoring, alors que c'est juste bien de faire du refactoring? Justement parce que chaque refactoring, c'est un investissement. C'est on mise quelque part du temps pour espérer le récupérer après. Et si on veut bien miser, on peut s'inspirer de la finance et de comment est-ce que la finance investit. Comme ça, on est à peu près sûr de maximiser la valeur et d'avoir le maximum possible. Donc en termes d'investissement, qu'est-ce qui se passe? Donc je ne passe pas sur une prochaine story. Je passe voilà, mais au lieu de ça, je refactore un peu. Donc valeur négative quelque part que je rattrape quand la prochaine fois que je touche ce code ou que quelqu'un d'autre touche ce code. Donc quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard peut-être, et peut-être au bout de 2 stories, je suis au niveau équilibre. Donc là, j'ai un retour sur investissement en quelques semaines, voire quelques mois, plutôt que quelques années avant. Donc c'est plus intéressant, c'est beaucoup plus appétissant pour des investisseurs ou des gens du métier qui sont beaucoup plus dans ce mode de réflexion que nous, qui sont en termes de gardiens de qualité de code. Donc ça, c'est cool. Il y a une autre approche aussi, c'est le refactoring préparatoire. Ça, c'est quoi? C'est avant de faire une story, je nettoie un peu pour que ma story soit plus facile à faire grâce à ce refactoring-là. Du coup, le retour sur investissement, il arrive quand? Il arrive en fait tout de suite. Dès que j'ai fini la préparation, ma story est plus simple à implémenter, s'insère plus facilement, j'ai moins de refactoring à faire après, et donc le retour sur investissement est en quelques jours, quelques semaines. Donc c'est différent. Donc si on compare ces profils d'investissement, lequel est-ce que votre CEO va préférer? Ouais, c'est évident. Donc en gros, quelque part, plus on peut placer des choses en tant que refactoring préparatoire, mieux on aura un retour sur investissement sur nos refactoring.
Donc, si on fait de refactoring just in time, juste avant qu'on en ait besoin, alors on n'est plus rentable. Et si on est plus rentable, on a tendance à en faire plus facilement pour les négocier, si même besoin, parce que c'est une chose de négocier un projet de refactoring de 3 mois. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont réussi. Voilà. Et une autre chose, de dire ah mais ce code-là est vraiment dégueulasse, on passe souvent et donc je vais prendre quelques jours avant et puis cleaner ça et voilà. C'est beaucoup, fait beaucoup moins peur et le retour sur investissement est effectivement beaucoup plus rapide. Donc c'est important de travailler comme ça et c'est pas une nouvelle façon de faire. J'ai plein de collègues qui travaillent plus ou moins comme ça, etc. Voilà. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de nom. À ma connaissance, il n'existe pas de nom pour ça, vraiment. Et du coup, on ne peut pas vraiment communiquer autour de ça. On ne peut pas vraiment réfléchir sur des choses au-dessus de ça. Il y a une théorie qui dit qu'on ne peut pas formuler des pensées à un niveau au-dessus des mots qu'on connaît. Voilà. Donc, je propose un nom, 3P, pour protéger, préparer, produire. Voilà. Là, je n'ai pas vraiment parlé de protéger, mais ça va arriver. Je parlais plutôt de préparer, de faire un refactoring préparatoire. Alors, quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer de quoi on parle. Là, j'ai une application qui s'est imprimée un reçu de ticket de caisse, quoi. Donc aujourd'hui, je suis capable d'imprimer un ticket de caisse comme vous le voyez là, voilà, en du texte, quoi, c'est une string. Et aussi de faire du CSV pour l'envoyer sur un autre API. Et maintenant, je voudrais faire du HTML aussi pour l'envoyer en email. Donc le seul problème, c'est que mon code de calcul de total et de TVA est mélangé avec le formatting. Donc il est dupliqué entre le CSV et le texte. Donc je ne voudrais pas le redupliquer encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer comme refactoring préparatoire? On voudrait extraire justement une fonction qui calcule le total et la TVA. Comme ça, on n'a pas à le dupliquer. Voilà, donc c'est basique. Hein. Pour protéger ça, on a juste à appeler les fonctions actuelles, donc du coup le texte CSV, avec une assertion de ce style-là. C'est un exemple simple, hein. Il y a des exemples plus compliqués après. Mais voilà, là j'ai protégé mon code et je peux me permettre de faire un refactoring et j'ai à peu près zéro peur si j'en ai 2-3 textes comme ça, j'ai à peu près zéro risque de me tromper, quoi. Du coup, je peux préparer, j'extrais la fonction etc. Et éventuellement, une fois que j'ai extrait une fonction qui fait le calcul de total et TVA, j'ai pas plus forcément besoin d'avoir plein de tests qui testent le formatting plus le calcul. Et je peux déplacer des tests que j'aurais avant sur juste la fonction. C'est là où on va trouver tous les cas ou toutes les ifs ou toutes les choses comme ça. C'est pas dans le formatting qu'on va trouver plein d'ifs. Donc on peut se contenter d'avoir un seul test pour le CSV, un seul test pour le string, et avoir plein de tests sur le calcul de total et de TVA. Alors du coup, si j'ai fait ce refactoring préparatoire, du coup, la story est simple, un seul test pour le HTML, ou deux peut-être, et c'est fini, quoi. Bon, un exemple de jeu, hein. Ça ne ressemble pas à nos vrais projets, en tout cas pas dans beaucoup de cas, mais ça viendra. Donc c'est ça l'essence du 3P, c'est tout bête. Hein. Maintenant, je voudrais retourner sur le domaine d'investissement, parce qu'il y a une espèce de temporalité. Donc quand on investit, on a des options. Voilà, on achète des options et ces options ont une valeur. Les options, c'est quelque chose qui veut dire que je peux acheter telle action à tel prix, à tel moment. Donc je paye cette option-là parce que c'est quelque part une assurance. Et le prix que je paye pour l'option dépend de l'incertitude. Et notamment,
on peut s'amuser à calculer la valeur d'une information. Dans notre domaine, de savoir si un refactoring sera utile ou pas, apportera un bien ou pas. Voilà, donc, le calcul de ça, c'est assez intéressant. C'est tout bête. C'est la probabilité que tel truc arrive, la valeur que ça a pour nous à ce moment-là, et moins le cost of doing. Donc là, j'ai pour le refactoring. Donc la probabilité que le refactoring apporte une valeur, la valeur qu'elle apporte dans ce cas-là, et moins le prix à payer ou le temps investi en refactoring. Donc si on fait un calcul tout bête, donc imaginons qu'on a 50% de chance que ça apporte 1000, mais 50% de chance que ça apporte rien parce qu'on ne touche plus jamais ce code-là. Du coup, la valeur, si je fais de faire le refactoring, c'est 300. Voilà. Mais par contre, si j'avais moyen de savoir est-ce que cette réalité va se réaliser, du coup c'est un peu différent. Imaginons que je peux payer 50 pour savoir. Du coup, je suis capable d'éviter de faire ça. D'éviter de faire le refactoring et de dépenser les 200 si je sais qu'en fait on ne va plus jamais toucher ce code-là. Du coup, la valeur totale augmente un peu, bien que j'ai payé 50 € au départ. Dans tous les cas, j'ai une valeur totale qui est supérieure. Alors, ça ne change pas énormément. Là, ce n'était pas hyper intéressant. Je passe de 300 à 350 au total. Mais il y a d'autres cas, c'est-à-dire que des fois, un refactoring ne va vraiment pas aider. C'est-à-dire que, OK, il va peut-être aider, mais des fois, j'ai fait des refactorings qui finalement, en anticipation, qui finalement ont fini par plomber un peu le projet avec du code complexe. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'aime bien le refactoring et j'ai pu faire quelques dégâts sur certains mauvaises mises. Chaque complexité s'ajoute par-dessus l'autre. Donc on peut imaginer un cas où il y a de grandes chances que ça va apporter, mais aussi si j'ai introduit de la complexité qui est inutile, ça va plomber le projet pendant toute la durée de vie du projet. Donc ça peut vraiment être néfaste aussi. Alors du coup, si j'ai fait le refactoring dans ce cas-là, en fait, au final, la valeur est très, très faible. Il y a un potentiel de valeur de 1000, mais la valeur moyenne est de 100. Alors, si je peux payer pour savoir, par contre, là, je peux encore éviter de faire dans le cas où ça n'apporte rien. Et du coup, la valeur moyenne est de 510. Donc, dans ce cas-là, c'était vraiment très utile de savoir d'abord avant de s'engager. Alors, on s'en fout un peu de la mathématique, de ça, etc. Ce qu'on veut savoir ici, c'est quelque part que mathématiquement, parfois, de savoir si un refactoring est utile ou pas, c'est quelque part encore plus valeureux que de faire le refactoring. Donc, en gros, il ne faut pas faire tout le refactoring qu'on voit qui sont possibles ou qui seraient clean. Mais du coup, la question, comment est-ce qu'on sait et comment est-ce qu'on ne paye pas très cher pour savoir? Quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait savoir si un refactoring va s'avérer utile ou pas? Comment? Par rapport au backlog, tout à fait, tout à fait. On peut attendre quelque part que la story arrive, qu'elle arrive dans le backlog ou qu'elle arrive en prio dans le backlog, etc. C'est tout bête, mais on peut identifier des refactoring, les noter quelque part, et s'engager dedans uniquement sur preuve d'utilité. Moi, personnellement, je trouve ça assez frustrant. Je vois un refactoring, j'ai envie de le faire. Ça laisse le code dans un état clean, meilleur. Mais finalement, c'est assez libératoire de les noter et de les engager uniquement quand on a à peu près une certitude que ça va apporter du bien. Alors du coup, je propose d'attendre le maximum possible pour le refactoring. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter tout refactoring après la story?
Ben, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses qui ont du sens quand même de faire en fin de story. On peut imaginer plusieurs types de refactoring. S'il y a une simplification, par exemple, simplification du code, est-ce qu'il est bien de faire ça est-ce qu'on peut tranquillement le faire en fin de story? Est-ce que le fait de réduire des états illégaux, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons qu'on a un jeu de morpion. Donc il y a 3 cases dans un jeu de morpion. Donc si on passe un int pour dire la case, on peut passer un 4 ou un 5 ou un -1, etc. Si on passe une num plutôt, ça devient impossible de passer une mauvaise case. Donc ce genre de refactoring pour réduire des choses qui sont de toute façon impossibles étant donné le motier, est-ce que c'est safe de le faire en fin de story ou est-ce qu'il faut le faire en préparation? Aussi, à la fin d'une story, je peux avoir plein de connaissances en tête qui ne sont pas dans le code. Le code n'est pas très explicite, etc. Et donc, du coup, moi, je comprends énormément de choses, mais un autre développeur, il n'a pas cette connaissance. Je peux peut-être extraire des variables, extraire des méthodes, créer des nouvelles classes, des choses comme ça, qui expriment mieux le métier et qui capturent la connaissance métier. Et donc, du coup, transcrire ma connaissance dans le code. Est-ce que c'est safe de faire avant ou après? Et finalement, il y a un refactoring qui est, je rends plus extensible, c'est-à-dire que pour que les nouvelles fonctionnalités puissent être faites facilement, j'ai juste à faire une nouvelle classe en tant que plugin, et je le place là, et ça fait le nouveau comportement. Et c'est Open Closed Principle pour ceux qui connaissent. Mais de rendre mon code extensible. Est-ce que ça, c'est safe de faire avant ou après? Je ne sais pas quelle est votre réponse, mais je pense que tous ces trucs-là, c'est assez safe de faire. Voilà, c'est de la connaissance de l'existant, voilà, de transcrire ça dans le code. Ça coûte pas très cher et en aucun cas ce sera toujours comme ça et ce sera remis en cause pour une prochaine story. Mieux vaut avoir l'état actuel encodé dans du code pour pouvoir le changer de façon safe. Par contre, de rendre extensible, ça me paraît un pari qui est tout droit visé à mettre de la complexité accidentelle dans le code. Et ça, je vois aucune raison de pas le faire juste avant la story. Voilà, c'est mon jugement, mais rien que la réflexion de est-ce que ce refactoring-là, je dois le faire maintenant ou avant une prochaine story, je pense qu'elle est centrale. Donc là, on a parlé beaucoup de refactoring, mais il y a les tests aussi. Donc les tests aussi, c'est un investissement. Donc on pourrait peut-être appliquer les mêmes réflexions sur les tests. Par exemple, une méthode de travail qui est assez fréquente, c'est je fais ma story et je fais les tests après. Parce que c'est bien de faire les tests et parce que les autres développeurs, ils râlent un peu quand je n'ai pas testé mon code et qu'ils doivent le modifier. Donc je ne dis pas que c'est mal de faire les tests après, c'est mieux de ne pas les faire que de ne pas les faire. Mais quelque part, quand est-ce que la valeur de mon test va se rentabiliser? C'est pas maintenant que je l'écris. C'est dans quelques semaines, dans quelques mois, quand je vais retoucher une fonctionnalité qui est liée à ça et que ça me sert de test de non-régression. Et cette personne, c'est pas forcément moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc c'est une action plutôt altruiste de ma part, hein, d'écrire des tests pour les autres. Hein. Je ne me sers pas moi-même, hein, mais c'est pour les autres. Donc c'est cool. Mais est-ce qu'on peut faire confiance que tout le monde soit aussi altruiste comme nous l'espérons? Peut-être pas. Donc là, il y a une autre façon de faire, c'est j'ai écrit mon test avant le code. Et du coup, je tire moi-même le bénéfice parce que voilà, je sais que je ne casse pas le code que je suis en train de toucher. Donc là, je tire plus de bénéfices finalement du même test écrit que les tests écrits après. Donc lequel est plus efficace? Dans quel projet est-ce qu'on aurait plus de tests? Dans quel projet on tire meilleur bénéfice de nos tests? Voilà.
Donc, plus on arrive à en faire avant, mieux c'est finalement. Et si on imagine que, non, je parle de faire tous les tests avant une story, mais si on imagine que on découpe nos stories en plein de petites stories de quelques minutes, voilà. Et j'écris les tests juste avant cette story de quelques minutes, bah, c'est quelque part ce qu'il y a dans TDD. J'écris un petit spec, il passe pas, je le fais passer, je refactore un peu. Voilà, donc TDD, c'est quelque part un découpage d'une story en plein de mini-stories, tous avec le test écrit avant. Ou même juste après, si vous voulez. Mais le côté itératif fait qu'on rentabilise énormément au maximum le test qu'on écrit. Donc, je pense que c'est intéressant pour l'efficacité. En tout cas, de trouver le plus d'itérativité possible dans l'écriture de test. Mais il n'y a pas qu'en termes d'efficacité, parce que vous avez vu les tests qui vous aident pas. Genre, vous voulez faire une story et puis les tests existants et vous empêchent ou vous rendent la tâche plus dure. Moi, j'en ai vu beaucoup de tests comme ça. C'est assez facile à faire, des tests comme ça. Et si j'ai écrit ces tests-là après, quand est-ce que je vais me rendre compte que mon test n'est pas bon? Bon, c'est déjà dans plusieurs semaines, hein, potentiellement. Et est-ce que c'est moi qui va m'en rendre compte ou est-ce que c'est un autre développeur qui fait la story qui va se rendre compte que mes tests sont nuls? Voilà, on a un code partagé, donc il y a pas mal de chances que quelqu'un d'autre va se rendre compte. Et est-ce que cette personne-là va me donner le feedback que mes tests sont nazes? Ben, il est peut-être trop poli en fait pour me le dire. Donc je ne vais pas avoir le feedback que mon test est naze et qu'il faut que je les conçois différemment. Donc en termes d'apprentissage, c'est vraiment pas top d'écrire les tests après. Alors oui, il y a des raisons, je pense, qui fait qu'on écrit les tests après, parce qu'on n'a peut-être pas confiance que les tests qu'on écrit avant, il sera encore valide quand on aura fait la story. Voilà. Mais il y a d'autres mécanismes pour adresser ça. Bon, si on le fait, écrire les tests après, il y a bien des explications pourquoi. C'est tentant. Mais attention, voilà. Et du coup, je veux dire, le côté, on doit tous apprendre à écrire des tests qui sont utiles. Parce que finalement, si les tests ne nous aident pas dans la phase de refactoring et ou lorsqu'on ajoute une fonctionnalité, faut changer les tests, quoi. Il ne faut pas oublier ça, qu'ils sont censés apporter une valeur et que cette valeur est constatable par l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou par le refactoring et l'amélioration de qualité du code. Voilà, ils ne sont pas bien juste parce qu'ils couvrent et une bonne couverture dans Sonar. Et voilà. Donc, test refactoring le plus tôt, et donc c'est pour ça que 3P, c'est plutôt quelque chose que beaucoup de gens se retrouvent à faire. Alors, on va prendre un exemple un peu plus fort, un peu plus réel pour ça, pour voir en quoi ça peut servir pour refactorer en profondeur les choses. Donc là, cet exemple-là est pris d'un kata que j'ai fait, qui s'appelle le Lift Pass Pricing Kata. Donc l'enjeu là-dedans, c'est qu'on a une vraie application avec une REST route, avec une base de données, et on a une REST route qui calcule le prix d'un forfait. Et maintenant, le métier, il voudrait une autre REST route qui calcule le prix de plusieurs forfaits. Donc ça va être simple, parce qu'on a déjà le calcul d'un, donc il faut juste itérer et c'est bon. Voilà. Sauf qu'on n'avait pas ouvert le capot de la voiture et on n'avait pas regardé à quoi ressemblait le code. Donc là, vous ne voyez pas le code, mais je vais zoomer un peu. Donc il y a du REST mapping, il y a une fonction anonyme liée à ce REST mapping, il y a des requêtes à la base de données et on calcule de réponse. Donc si on zoome un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez là-haut, mais c'est pas très grave. Ce qu'on voit en haut, c'est des requêtes SQL faites à la main dans le contrôleur. Donc ça, c'est unit test, on oublie. Voilà. Et,
Ce qui est peut-être encore pire, c'est que tout en bas, on calcule le prix et on le set dans la réponse. Donc unit tester ça, c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas de valeur coût quelque part en retour. Et surtout, cette logique du calcul de réduction et en fonction de l'âge, etc., elle est toute mélangée avec effectivement le formatage et la logique HTTP. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour appeler 10 fois ça voilà, c'est pas top, quoi. Alors du coup, comment est-ce qu'on a attaqué ça en 3P? Quelque part, on aurait bien voulu d'avoir une fonction quelque part qui calcule le prix étant donné des paramètres. Mais si on fait ça avec le code tel qu'il est, on risque de casser énormément de choses. C'est presque impossible. Voilà. Il n'y a pas de refactoring automatique pour faire ça. Donc, pour protéger, en fait, finalement, c'est assez simple. Hein. Malgré le fait que le code est totalement non testable, si on monte un niveau, ça devient hyper testable parce qu'on démarre un conteneur Docker avec une base de données. Et on démarre l'application et qu'il l'écoute sur un port et on fait des requêtes avec un client REST. On a certes le résultat. C'est pas forcément les meilleurs tests, mais franchement là, c'est suffisant, quoi. Temporairement, quoi. Donc pour la préparation, du coup, si on a une vingtaine de tests qui testent ça, on a testé toute la logique, c'est parfaitement testé. Donc on peut y aller avec aucune crainte de casser des choses. Et une fois qu'on a commencé à refactorer, extraire une fonction testable, mais c'est plus la peine d'avoir tous ces tests, 20 tests sur la REST API. Je peux tester directement la fonction avec la même certitude. Je peux garder 2 tests sur le REST API et tous les autres en dessous. Donc souvent, ce côté, je prépare pour rendre une fonctionnalité future plus facile et je rends testable. Ça va souvent de main en main. Et en tous les cas de cause, c'est souvent impossible d'écrire un vrai test unitaire sur du code qui n'a pas été conçu pour. Donc pourquoi essayer? Donc le fait de faire ce refactoring-là et de rendre testable, ça nous pousse quelque part à transmettre toute cette grosse amas de code en quelque chose qui ressemble à une architecture 3 couches ou hexagonal architecture ou domain-driven, enfin un domaine pur. Donc on retrouve un tout petit couche de REST, un tout petit peu d'accès à la base de données, encapsulation de ça, et tout le reste c'est unité testable et réutilisable. Pour produire la nouvelle fonctionnalité, du coup c'est extrêmement facile. On écrit par exemple en TDD une fonction, un appel sur la REST route pour vérifier qu'il y a la nouvelle REST route. Et quelques tests qui vérifient que la somme est correcte quand je boucle sur plusieurs forfaits. Donc c'est easy, c'est facile. Alors, conceptuellement, donc là on est passé sur 2 exemples. Conceptuellement, qu'est-ce qu'on dit? Dans la phase protégée, ça change pas mal des tests qu'on a l'habitude d'écrire, dans le sens où on a un seul but, c'est de protéger. On n'essaye pas d'écrire des bons tests, mais on essaie d'écrire des tests qui nous protègent dans la phase de refactoring, qui va potentiellement être très violente par rapport au codex actuel. Et vraiment transformer en quelque chose de propre, comme si on l'avait écrit maintenant, quoi. Du coup, ça veut dire qu'on peut faire pas mal de compromis sur des qualités habituelles, comme la stabilité des tests, comme l'isolation, etc. Et en fait, c'est même plus que ça. On va vraiment aller chercher les tests crades, dans le sens où, du moment donné qu'on peut obtenir certaines choses, on a vraiment intérêt de faire des compromis sur les autres. Si on regarde un peu des qualités de tests habituelles, donc couverture, oui, je veux aucun compromis sur le paramètre que je vais toucher. Je veux capturer tout ce qui est fait là-dedans, c'est-à-dire que si je fais une modification dans une base ou j'écris un fichier, j'envoie un email, je veux asserter ça. Par contre, est-ce qu'ils ont besoin d'être rapides?
Non. 2 secondes par test, c'est pas très grave si j'en ai 10. Enfin, je peux vivre avec, ce serait sympa d'avoir des tests plus rapides. Mais franchement, ça va tellement plus vite que de lancer l'application et vérifier. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être stables? Donc s'ils fail une fois sur 15, pour une raison de timing par exemple, est-ce que c'est grave? Ben non, je les relance. Ils fail de temps en temps, je les relance. Si ça passe à ce moment-là, c'est bon. Je ne pourrais pas vivre avec ça longtemps, mais en tout cas pendant quelques heures, voire peut-être quelques jours, c'est pas un problème. Est-ce que parfois ça va appeler un API externe qui change les données? Donc quand c'est la météo que j'appelle, ben, ça change continuellement. Mais ça va peut-être pas changer en une matinée, ou pas souvent. Donc c'est pas, en fait, on s'en fiche un peu aussi. Donc est-ce qu'ils ont besoin d'être lisibles? Ben non, c'est moi qui les écris ou moi et mon binôme qui les ont écrits. En fait, on connaît peut-être même pas le code sous-jacent. Donc en fait, on s'en fiche en fait ce que ça fait. De moment donné qu'on casse pas ce qui est actuellement. Donc là, la lisibilité, vraiment, on s'en fout à ce moment-là des choses. Est-ce que ça a besoin de tourner sur notre machine dans la CI? Non, absolument pas. C'est moi qui développe, donc sur mon poste, c'est suffisant. Et est-ce que ça a besoin d'accepter facilement une nouvelle fonctionnalité? Ben non, bien sûr que non. Enfin, du moment donné qu'on fait quelque chose pour ces tests-là, avant de finir la story. Et ce côté-là, des tests un peu interdits qu'on peut avoir, notamment des tests intégrés avec des services externes, est-ce que c'est vraiment quelque chose à proscrire dans cette phase-là? Regardons un peu ce qu'on attend des tests. Ou quel type de tests sont bien pourquoi. Donc on a des tests d'un côté haut niveau ou bas niveau. Donc les tests haut niveau, ils sont plutôt performants pour faire de refactoring, parce que on s'en fout des interfaces intermédiaires. Voilà, de moment donné que l'input-output fonctionne, je peux tout changer. Les tests bas niveau, ils sont très utiles parce qu'ils ne vont pas être sensibles à une nouvelle fonctionnalité. Parce que les tests bas niveau, ils testent une classe, 2 classes, etc. Et ça ne va pas failer parce que je change d'autres classes. Donc c'est des bénéfices un peu différents. Et un autre axe qui est, est-ce que mon test est isolé ou est-ce qu'il est intégré avec des services externes, avec de l'infrastructure ou pas? Test isolé, c'est essentiel parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est stable. Et voilà, donc c'est vraiment incontournable. Mais les tests intégrés, ça apporte un plus, c'est que ça dit la vraie chose. C'est proche de ce qui se passe en production. Et toutes les incertitudes dans les frontières entre mon code et le code externe, un test intégré me donne ce feedback-là. Ce qui fait que, en fait, un test haut niveau et un test intégré est souvent un endroit qui est extrêmement utile quand on va modifier le code et quand on va travailler. Il n'est pas utile dans la CI. Et au fur et à mesure que les choses avancent, je peux basculer vers des tests qui sont peut-être plus bas niveau en intégration avec un service externe, pour valider ce contrat-là, par exemple. Ou alors, je peux rendre plus isolés mes tests pour les rendre plus rapides ou pour être moins embêté par les instabilités externes. Et puis, peut-être dans une troisième phase, je migre vers des tests bas niveau et isolés, ou pas. Donc là, moi j'ai tendance à avoir ce genre de profil de travail, c'est-à-dire qu'au début, uniquement des tests intégrés, pendant la phase de protection, en tout cas, c'est des tests intégrés. Et dans la phase de préparation, de refactoring, soit je le fais avant, mais assez souvent, je le fais un peu à la fin parce que c'est suffisamment rapide et ça me protège, ça me donne plus de liberté de refactoring, de ne pas découper au début, de ne pas découper et extraire des interfaces testables trop tôt. Et puis à la fin, pour la partie production du code, là j'ai des tests plutôt isolés.
Donc ça, c'était pour la phase de protection. Et c'est peut-être là où ça change le plus. Hein. La phase de préparation et de production, c'est plus classique. Hein. Donc là, ici, c'est une préparatoire et refactoring. C'est rendre éventuellement testable plus bas niveau. Et en fait, souvent, ça va main en main. Il y a les mêmes besoins. Si j'ai besoin de facilement introduire un bout de code sans trop casser le code actuel, c'est souvent similaire que être capable de débrancher des choses et de cibler sur une chose, en gros, le truc dont j'ai besoin pour tester un truc en isolation. Quelque chose de découplé est souvent plus testable et plus facile à étendre sans modification trop de code existant. Et alors, ce côté préparation, ça c'est vraiment pas nouveau, il y a beaucoup de gens qui en parlent. J'aime bien cette citation de Kent Beck qui dit que avant chaque changement difficile, rendons d'abord le changement facile et après faisons le changement. Ça c'est l'essence de cette phase de préparation. Et si on faisait ça systématiquement sur un projet, qu'est-ce qu'on aurait comme code à ce moment-là? Si on rend extensible le code pour tous les besoins qui arrivent réellement, je parie qu'on finirait avec un framework qui est taillé pour ce problématique métier-là qu'on a. Ce serait génial, quoi. On n'aurait pas de complexité accidentelle par anticipation. On n'aurait vraiment que l'extensibilité dont on a besoin. Et ce serait parfaitement taillé dans la durée du projet, durée de vie du projet. Produire, il n'y a pas grand-chose à dire, juste implémenter. Là, pour le coup, on peut utiliser du TDD, et ce, quel que soit l'état du projet avant. Parce que localement, prendre le pire projet, localement, on a transformé le code, ou suffisamment localement, pour être capable de travailler à cet endroit-là en TDD. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui est vraiment puissant là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un projet un peu legacy, on sait que TDD c'est cool, on voudrait s'y mettre, etc. Mais franchement, c'est vraiment dur de le faire. Et ça prend des années peut-être pour arriver à ce niveau-là. Non, en fait, là, on pourrait même prendre, en phase d'apprentissage, vraiment de découverte de TDD, on peut prendre une story, on le fait, mais vraiment parfaitement en 3P. On passe peut-être 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps. C'est pas très grave, c'est une expérience. Et on peut déjà constater, est-ce que ça apporte des choses? Est-ce qu'on a moins de bugs quand on l'a fait comme ça? Si on a moins de bugs, c'est déjà un feedback qui est assez sympa et on peut se permettre du coup de tenter une autre expérience et de faire en sorte que évidemment ce x4, il devient presque pareil ou x1,5 et on économise sur le nombre de bugs ou sur la qualité du code. Voilà. Mais ça rend possible cette expérience dans n'importe quel projet. Et moi, je me méfie pas mal de ce qu'on peut imaginer ou ce que j'ai pu imaginer dans mon passé. C'est-à-dire que, on se met à faire des choses correctement et 6 mois après, 1 an après, on verra les résultats. C'est un peu une grosse itération. C'est pas très agile quelque part. Ce serait vraiment cool d'avoir un feedback sur l'efficacité de nos actions. Est-ce qu'on fait TDD correctement? Est-ce qu'on fait les tests correctement? Est-ce qu'on refactore bien en quelques jours ou en quelques semaines? Et là, ça devient possible. Je vais prendre un dernier exemple pour montrer dans quel cas ça peut être applicable. Ça, c'est un vrai story qui est arrivé sur un projet. Donc, on avait sur ce projet-là une accumulation de modifications à appliquer en base à travers plusieurs classes. C'était un workflow un peu long. Et donc, on avait fait une optimisation de performance justement pour faire une seule requête. Et donc, on a accumulé une sorte de set de MongoDB. Donc, du coup, on avait cette syntaxe MongoDB partout dans le code. Et pour faire une modification, ce n'était pas forcément idéal. On voulait changer ça. Et
enfin, on peut totalement oublier de le faire en TDD parce que TDD, ça veut dire que je vais spécifier ce que j'aimerais comme résultat. En fait, moi, je sais ce que le résultat final que je voudrais en bas. Je ne sais pas trop bien spécifier quelle est la requête Mongo qui va l'amener à ça. Donc, c'est illusoire de faire du TDD dans un design pareil, quoi. Donc, on peut peut-être faire un refactoring préparatoire. C'est aussi fragile parce que des fois, on peut transformer pour faire des choses en bulk, etc. Donc, on aura le même état, mais avec un syntaxe Mongo différent. Donc, on teste vraiment la façon dont c'est fait si on teste ça. Donc, ce qu'on voudrait faire comme refactoring, c'est plutôt que d'accumuler des requêtes Mongo, on accumule des domain events et puis après, on a une fonction qui prend les domain events, un état actuel de la chose et qui calcule le nouvel état et puis on sauve ça en base. Voilà. Ça serait mieux. Mais voilà, on ne peut pas vraiment faire ça sans des tests intégrés. Donc, comment fait-on? En MongoDB local, peut-être que je prends un dump de la prod, éventuellement, je le mets, ou j'insère des données manuellement, mais un dump de la prod, c'est bien, c'est proche de la réalité. J'appelle ma fonction et je get les choses qui sont en base. Voilà, là, je caractérise le comportement actuel. Donc, je couvre complètement avec ça. C'est des tests assez rapides, hein, MongoDB, tout simplement. Intégré, certes, mais rapide. Et dans la partie préparation, je refactor de fond en comble, on fait avec le code, hein, et je sépare donc une phase chargement dans la base de l'état initial, calcul du nouvel état et sauvegarde. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la quasi-totalité des tests peuvent être unitaires ensuite. Parce que je liste les domain events et du coup, je suis capable de dire l'état de mon objet que je voudrais à la fin. Et ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de tests intégrés là parce qu'il n'y a aucune logique dans le chargement et dans la sauvegarde de l'objet. Et du coup, pour produire, ça devient facile de faire son TDD, spécifier, étant donné tel nouveau domain event, je voudrais avoir tel état dans la base. Enfin, tel état, tel objet en final, qu'une autre fonction soit sauvegardée en base. Donc quasiment toute fonctionnalité va être capable de faire un TDD avec des tests unitaires justement sur cette domain event collector. Voilà, ça c'est un exemple réel. Donc on fait ça story par story, petit à petit, mais on a un gros projet de legacy. Est-ce qu'on va voir le bout? Ça peut être décourageant. Et bien en fait, il y a une réalité statistique qui dit pourquoi est-ce qu'on est toujours surpris avec quelle vitesse le projet est en bon état. Et cette réalité statistique, là je l'ai vue dans un livre qui s'appelle Code as a Crime Scene. C'est par l'éditeur de CodeScene. En gros là, on graphe le nombre de modifications par fichier dans le projet. Donc vous voyez qu'il y a un fichier à gauche qui a été modifié genre 220 fois, un autre 180 fois, etc. Donc on va zoomer un peu. Hein. Mais il y a très peu de fichiers qui sont touchés souvent. Donc la plupart des modifications se concentrent sur quelques endroits dans le code. Donc si on améliore ces endroits-là, pour un faible investissement, on a un gros bénéfice et on passera finalement beaucoup de temps dans ce code propre. Et ce n'est pas la peine de refactorer le tout. On aura quand même l'impression d'avoir un projet qui est en bon état. Bon, là, ça me parlait beaucoup de méthodos, etc. Parlons vite fait d'un peu de tooling. Donc, c'est plutôt générique, voilà, mais quand même un petit point sur le tooling. Donc, vous vous souvenez du test qu'on avait au début, là, sur le receipt. Donc, on écrit ce test-là. C'est un peu chiant à écrire, surtout s'il y en a beaucoup. Et ce serait quoi une façon plus rapide d'écrire ce test-là? Moi, je propose comme ça.
Approvals Verify. Approvals, c'est un outil qui est vraiment assez sympathique. En gros, il va sauvegarder une référence et il va comparer ce qu'il reçoit, les résultats, avec cette référence. Donc, il va avoir un fichier committé sur le disque qui est la référence. Et donc là, et en fait, la première fois qu'on le lance, il va produire une suggestion de ce résultat qu'on a juste à accepter et sauvegarder et committer. Donc ça économise énormément de temps sur l'écriture d'assertions, notamment des assertions bien complètes. Et donc, on automatise l'écriture d'assertions sur des strings, mais pas seulement ça, des images aussi. Hein. Ça utilise des diff tools externes sur le poste pour bien visualiser des différences. Et si on n'a pas des strings, en fait, on fait une conversion de notre objet en JSON ou en string, etc. Quelque chose de comparable facilement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on a des problèmes du ID qui sont générés automatiquement ou des dates ou des choses comme ça, il y a des mécanismes pour justement virer ça sans effort, quoi. Donc c'est une bonne façon d'écrire ces tests un peu dégueulasses au début. Voilà. Il y a un autre truc qui est YAMOQ qui est grandement utilisé. Alors moi, je l'utilise vraiment pas beaucoup parce que j'aime vraiment tester avec les vraies dépendances. Parce que du coup, j'ai la vraie chose. Et notamment, ça permet de faire certains refactoring. Je ne sais pas, si j'appelle l'API pour getTo et je filtre en mémoire, si je fais ça en YAMOQ, je ne peux plus refactorer pour appeler avec une fonction de filtrage dans le truc distant. Alors que si c'est un test intégré, ce mécanisme-là, le test ne va pas prescrire comment est-ce que je vais faire ça. Donc je ne vais pas beaucoup utiliser YAMOQ, mais ça peut être sympa parce que par exemple on paye pour chaque requête à certains API. Pour la météo, si ça change trop souvent, ça permet de stabiliser ça pour peu cher. En termes de vérification, c'est facile de vérifier qu'on a appelé telle API. Et si mes requêtes vont aller modifier des données, ce qui fait que je ne peux pas relancer le test, du coup, ça peut aider pour ça, quoi. Juste vérifier que j'ai fait cet appel-là, réseau. Alors, là, je vous ai vendu tous les avantages de 3P, mais c'est pas tout rose, hein, il faut être honnête. Une des choses problématiques, je pense, c'est en 3P, on va passer déjà un peu plus de temps, voilà, parce qu'on va refactorer en profondeur. Hein. Et surtout au début, pendant toute cette phase d'écriture de test et de refactoring, je n'aurai pas l'impression d'avancer sur la story. Alors que si je prends le code, je le modifie, je teste un peu manuellement, etc., j'aurai une impression de progrès, j'aurai une impression de ne pas être loin de faire fini. C'est facile de négliger la phase de refactoring ou d'écriture de test après. Mais en tout cas, il y a une satisfaction immédiate qui n'est pas tout à fait là en 3P, il faut le dire. Donc je pense que c'est une discipline à s'impliquer si on valorise les 3P par les possibilités de refactoring que ça donne. Mais voilà. Et j'ai aussi me posé la question de quand est-ce que c'est adapté finalement. Le 3P, ça maximise le retour sur investissement des tests et de refactoring. Et ça le fait de façon incrémentale en associant toujours à une story. Donc quand est-ce que ça c'est intéressant, c'est quand il manque de tests. Du coup, c'est une façon efficace de les écrire plutôt qu'en dehors. Parce que c'est ciblé sur une story et le RU est là tout de suite. Quand on veut quelque chose de progressif et quand un refactoring beaucoup plus big bang n'est pas forcément ce qui est souhaité, parfois le code est la seule spec que nous avons. Donc on pourrait écrire du nouveau code à côté, mais si on ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, peut-être que cette connaissance est que dans le code. Notamment quand il y a des gens qui sont partis, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet de ne pas avoir de bugs. Donc on peut vraiment changer de fond en comble le code sans risque de bug.
Et si on valorise pas, si finalement des bugs c'est pas très grave, on peut peut-être refactorer tout simplement. Voilà. Quand est-ce que il faut pas faire du 3P? Je pense que il y a un cas où j'ai du code, je peux le remplacer par du nouveau code parce que c'est plutôt isolé ou un service externe ou un truc comme ça. Et du coup, de faire ce truc-là en TDD, c'est plus efficace, je pense, c'est plus direct. Ou pas en TDD, mais c'est plus facile de le faire comme ça. Et ça demande par contre que les specs soient connus, qu'on sait vraiment ce que ça doit faire. Voilà. Et j'ai aussi eu une mauvaise expérience sur un projet où on avait effectivement fait du 3P, appris à faire du 3P, mais finalement sur le projet, quand on voyait les stories, en fait, il y avait, ça donne vraiment la possibilité de faire des stories assez avancées, assez ambitieux, même avec un projet en mauvais état. Mais en fait, il n'y avait aucune ambition, on voulait juste changer des petites virgules et on ne pouvait pas, en cherchant dans le métier, des choses vraiment à faire. Donc il faut qu'il y ait un peu d'ambition, qu'on ressuscite la capacité de délivrer du projet, sinon c'est pas la peine. Oui, il y a certains trucs aussi de travail sur la CI, des choses comme ça, des petites cailloux dans la chaussure qui ne sont pas liés vraiment à un story, mais qui nous embêtent sur chaque story. Faites-le en story à part, quoi. Et petite chose, donc pour casser beaucoup de refactoring, c'est utile d'avoir des petites refactoring. Donc si on veut mettre beaucoup de rochers dans ce bocal, ou remplir ce bocal avec beaucoup de refactoring, et si tous nos refactoring sont gros, c'est compliqué, ça demande de la planification, etc. Mais par contre, s'ils sont petits, j'ai juste à verser dedans et ça va se remplir automatiquement. Donc là, plus je suis capable de faire de refactoring minuscules qui sont tous compatibles et qui ne cassent pas, de quelques minutes, voilà. Plus je suis capable d'en casser, sans négocier avec le métier, etc. Et si on veut apprendre ça, il y a une méthode qui s'appelle Mikado, qui est assez structurée, etc. Mais ça permet de prendre n'importe quel refactoring de fond en comble, qui est très très cassant, de le faire en plein de micro-étapes, tous compatibles. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, ça devient un peu un réflexe de faire comme ça. En tout cas, c'est mon cas. Mais j'ai commencé avec ça pour bien apprendre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a des trucs disponibles sur le net pour faire ça. Et je vais récapituler. Donc le 3P, plus on a un bon ROI sur ce qu'on fait, plus on le fait. Donc si on a un bon ROI sur nos tests de refactoring, on va en faire plus. Si on les fait just in time, ils sont plus rentabilisés. Et donc quelque part, ça nous finalement faire just in time, donc on a plutôt intérêt à faire les refactoring, décider quel refactoring faire tardivement et d'avoir une sorte de backlog des choses qu'on aimerait faire et regarder les stories qui arrivent pour choisir. Et justement de ne pas sauter sur l'envie de refactoring que moi je peux avoir. Voilà. Faut vraiment l'utiliser pour faire des refactoring bien en profondeur, parce que comme on couvre parfaitement, du coup on peut se permettre de vraiment refactorer à fond et de casser tout. C'est safe, il n'y a pas de bug. Et voilà. Donc, voilà, c'est tout pour le 3P. Je m'arrête là. Voilà. Je ne sais pas si on a des temps pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Quelques questions, je pense. Oui, super. Pas beaucoup. Alors, oui. Ma question, elle est sur, je pense, un présupposé qui n'est pas assez exprimé. C'est quand tu dis il n'y a pas de bug, on ne veut pas rajouter de bug et c'est ça notre intérêt principal. C'est ça notre priorité, ne pas rajouter de bug sur de l'existant. Mais du coup, ce que je vois comme, pas comme limite de la méthode, mais qu'il faut compléter avec autre chose en tout cas, c'est sur
corriger des bugs ou détecter des bugs. Des fois, il y a une sorte de refacto qui te permet de mettre à jour un bug potentiel ou un bug existant en réécrivant le code. C'est plus que du refacto, je pense que c'est juste le réécrire autrement. Et là, c'est pareil à la fin. C'est OK, le contrat, c'est je n'aurais pas rajouté de bug, mais c'est pas j'en aurais corrigé. Oui, oui. Après, ce que je trouve utile, c'est de séparer bien un refactoring d'une correction de bug. C'est un peu une correction de bug, c'est un peu comme une feature, c'est une modification de comportement de code. Un refactoring, ça ne change en aucun cas le comportement visible de l'application. Et même des fois, je vais faire un refactoring préparatoire pour que la correction de bug soit plus petite. Je vois que tu avais le même idée. Ouais. Et notamment, une des choses qui est très très là, c'est que les approval tests là, qui vérifient ça, une correction de bug peut mettre à jour pas mal de références comme ça. Donc du coup, les tests ne protègent pas pour ça. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir quelque chose, une modification très petite à faire à ce moment-là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le ROI. Parce qu'en fait, là, vous calculez le ROI potentiel. Mais est-ce que vous avez calculé ce que ça coûte de ne pas faire le refactoring? En fait, c'est ça qui est important aussi. Pour les décisions, c'est comparer ce que ça nous coûte de ne pas le faire et ce que ça coûte de le faire. Alors, moi, j'adore le refactoring et j'adore ça même mieux que faire des features. Donc, je vais essayer de faire un maximum. Donc, c'est pas du tout une proposition de ne pas faire le refactoring. C'est plutôt de le retarder dans le temps et de le faire au bon moment. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à faire plus de refactoring parce que justement, c'est beaucoup plus facile à les justifier si j'ai à les justifier du tout. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce que je suis à côté? D'accord. Ah oui, non, j'ai pas modélisé ça parce que je considère que je l'ai fait. D'accord. Ok. Je suis pas sûre que dans la réalité, ça serait suffisant, mais ok. Alors, c'est pas un outil pour prouver aux gens que ça vaut. Si, parfois on a besoin de convaincre que refactoring ça vaut le coup d'avoir l'autorisation de faire ça. Et justement ça donne une telle confiance au PO parce qu'on fait les choses liées. C'est des choses assez petites et ciblées. Et dans des projets, j'ai bien vu que le PO qui dit, mais finalement, ça allait assez vite cette story-là, et un développeur qui dit, oui, mais on était déjà passé par ce code-là, donc c'était clean, donc c'était rapide. Et dans ce même projet, on avait une vraie confiance dans la stratégie de refactoring. Et même cette PO-là, elle nous a rappelé une fois, elle a dit, ok, ouais, on va cleaner ça. Mais attends, vous pensez vraiment que ça vaut le coup de cleaner ça parce que c'est vraiment pas central et c'était potentiellement abandonné plus tard. Donc oui, effectivement, tu as raison, on n'y pensait plus. Mais cet dialogue-là de le PO et nous sur le refactoring, ça c'est quelque chose qui énerverait énormément de développeurs, mais là, la confiance était installée, elle avait compris ce que ça apportait le refactoring par le gain de temps. Merci Johan. Donc, je vous invite, si vous avez d'autres questions, à voir ça dans le hall avec Johan éventuellement. Merci beaucoup.